Et du coup, alors, c'est un livre qui est en anglais à la base, qui a été traduit donc par Dominique Taffin-Jouot, voilà, et qui date, j'ai pas la date, mais qui doit quand même bien dater, car elle est née en 40, elle est née en quelle année, Angela Davis? 44, je crois. Salut Yveltige. Euh, le livre, il date de 1981. Voilà. Donc, ça date, mais il y aura peut-être des trucs à garder malgré tout, hein. Ça reste plus récent que le Capital de Karl Marx, hein. Allez, une petite balle perdue pour les marxistes. Euh, et du coup, ben... Alors, il y a 13 chapitres, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez que je vous donne le nom des chapitres? Et après, ben, on commence. Comme ça, vous avez une idée de quoi ça va parler. On n'est pas obligé, hein, c'est juste... voilà. Allez, je vais le faire. Mais en gros, donc ça va commencer avec l'héritage de l'esclavage, élément pour une autre approche de la condition de femme. Ensuite, le mouvement anti-esclavagiste et la naissance des droits des femmes. Après, ça sera les questions de race et de classe au début du mouvement pour les droits des femmes. Le racisme dans le mouvement pour le vote des femmes. Les gens qui me suivent sur Blue Sky ont pu passer certains trucs dont j'ai parlé justement il y a quelques semaines, euh, qui abordaient un peu ce sujet-là. Donc je pense que ça va pas mal en parler aussi. Mais les suffragettes, c'était pour beaucoup, beaucoup des fascistes, hein. Donc voilà, je pense que ça va en parler. Les femmes noires et la fin de l'esclavage. Du côté des femmes noires, éducation et libération. Le vote des femmes au début du siècle, la montée du racisme. Les femmes noires et le mouvement des clubs. Ouvrières, femmes noires et histoire du mouvement pour le droit de vote. Les femmes communistes. Donc ça va peut-être parler de Kollontai peut-être, ou sinon ça sera plus US, et dans ce cas, j'ai pas trop de noms en tête, mais ça va être intéressant. Le viol, le racisme et le mythe du violeur noir. Racisme, contrôle des naissances et libre maternité. Et le dernier chapitre, ça sera du côté de la classe ouvrière vers le déclin du travail domestique. Donc voilà, ça va parler voilà, de race, de classe et de mouvement féministe. Donc en fait, une forme d'intersectionnalité, hein, quand même. Euh, euh, Même si je crois pas que ça dise son nom, mais c'est de l'intersectionnalité qui est fait par Angela Davis. Et du coup, le premier chapitre, l'héritage de l'esclavage, élément pour une approche de la condition de femme. Encore une lecture de gauchiste, c'est bon, je suis au bon endroit. En fait, le truc, c'est que vous connaissant, vous seriez capable de me demander de lire le livre de Sarkozy, par exemple. Donc, à un moment, je veux bien vous laisser choisir les livres, mais pas trop non plus, quoi. Je veux pas m'infliger trop de damage control, quand même. Mon cerveau est déjà assez endommagé comme ça. Alors, lorsque Ulrich Phillips déclara en 1918 que l'esclavage dans les vieux États du Sud avait marqué les sauvages d'Afrique et leurs descendants américains du sceau illustre de la civilisation, cet éminent universitaire entama un débat interminable et passionné. Plusieurs dizaines d'années passèrent. Le débat s'amplifia, et les historiens se vantèrent tous d'avoir déchiffré l'énigme de cette curieuse institution. Parmi toutes ces thèses académiques, on aurait cherché en vain une étude consacrée aux femmes esclaves, l'éternelle question du libertinage des femmes noires ou de leur tendance matriarcale ne faisait qu'obscurcir leurs conditions au lieu de l'éclairer. Herbert Aptheker est l'un des rares historiens qui ait tenté de les comprendre en se fondant sur des éléments plus réalistes. Si on te laisse le choix entre un livre de Sarko et un livre de Schiappa, tu choisis quoi? D'accord, là j'ai le choix entre la peste et le choléra, quoi. Euh,
Ah, c'est compliqué, hein. Ah, c'est dur le choix quand même. En fait, j'ai envie de dire Chiappa parce que c'est une femme, mais bon, ça serait le seul argument en sa faveur, quoi. Yo les gens, bien ou bien? Je dirais bien. Au cours des années 70, la polémique reprit avec plus d'ardeur. Eugène Genovese publia Jordan Hall, The World the Slaves Made. John Blassingham écrivit The Slave Community, le maladroit Time on the Cross de Fogel et Engerman, et l'énorme Black Family in Slavery and Freedom de Herbert Gutman vinrent compléter cette collection. Stanley Elkins apporta sa contribution à ce regain d'intérêt en publiant une édition remaniée de sa thèse de 59. Slavery. Mais en dépit de cette profusion d'ouvrages, il manque visiblement un travail sur l'esclavage des femmes. Ceux d'entre nous qui attendaient impatiemment une étude sérieuse sur les esclaves noirs restent insatisfaits. Il n'est pas plus réconfortant de s'apercevoir qu'à l'exception des traditionnelles dissertations sur le libertinage ou le mariage, et sur les rapports sexuels consentis ou forcés avec des blancs, les auteurs de ces nouveaux livres accordent très peu d'attention aux problèmes des femmes. J'ai choisi Sarko vu ce que j'ai vu passer de Chiappa. Attends, elle a fait quoi encore Chiappa? Non, parce que le problème c'est qu'elle a fait beaucoup de merde, donc si c'est un truc nouveau, je l'ai pas vu passer encore. Si c'est un truc ancien, je l'ai vu passer à mon avis. Ok, tu nous feras un résumé. Oh là là. Parmi les études récentes, l'enquête d'Herbert Gutman sur la famille noire est la plus instructive. Ces documents témoignent de la vitalité de la famille face au traitement inhumain qui allait de pair avec l'esclavage. Gutman détrône ainsi la thèse du matriarcat noir, popularisée en 1965 par Daniel Moynihan et ses collègues. Cependant, comme ses commentaires sur les femmes esclaves insistent généralement sur leur goût du travail ménager, il faut en conclure qu'elles ne différaient de leurs sœurs blanches que par la frustration domestique liée à l'esclavage. D'après Gutman, le code de l'esclavage accordait aux femmes une grande liberté sexuelle avant le mariage, mais elles finissaient par établir des unions durables et fonder des familles qui reposaient autant sur la contribution financière du mari que sur la leur. Les arguments de Gutman contre la thèse matriarcale sont très précieux, parce que convaincants, et étayés par de sérieux documents. Pourtant, son ouvrage aurait eu un impact beaucoup plus grand s'il avait exploré concrètement le rôle multidimensionnel des femmes noires dans la famille et la communauté noire tout entière. Son livre Scandale, ça date un peu. Elle se plaint parce qu'elle est victime d'oppression, parce qu'elle vient du Pays Basque, et un journaliste dit du mal d'elle parce que c'est son ex. Attends. Waouh. Waouh. Attends. Non, parce qu'en fait, on est en train de parler de l'esclavage des meufs noires, et à côté, tu me dis, je sais pas, elle est oppressée. Elle est trop victime d'oppression, parce qu'en fait, elle vient du Pays Basque. Et ouais, elle va en vacances au Cap Ferré, en fait. Et donc, voilà, quoi. Ouah. Non, en vrai, c'est- en même temps, le Pays Basque. Alors, euh, ouais, ça va parler un peu de décolonialisme, du coup. Le Pays Basque a une culture indépendantiste qui est très forte. C'est une région, un pays, hein, même, c'est un pays qui a été coupé en deux par les États-nations, hein. Il y a une partie qui se retrouve en Espagne avec Pamplune, Bilbao et San Sebastian, et une partie en France avec Bayonne, Biarritz, Anglet, etc. C'est un pays qui a sa propre langue, sa propre culture, etc. Là-dessus, on est d'accord. Néanmoins, aujourd'hui, en France, t'es pas opprimé parce que t'es basque. T'es pas opprimé parce que tu parles basque. Oui, ça a existé en France, on est d'accord. Les enfants qui parlaient breton, basque, corse, etc. dans les écoles et qui se faisaient frapper, qui se faisaient maltraiter, etc. parce qu'ils parlaient pas français, on est d'accord. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Je suis pour que les régions qui le souhaitent puissent devenir indépendantes, mais on peut pas dire qu'elles sont opprimées
en fait. C'est pas normal. C'est ça son livre plus les scènes de Ken les plus nulles. Ouais, après, c'est pas étonnant venant d'elle, hein. Voilà quoi. Je crois elle est hétéro en plus, donc des scènes de cul hétéro, c'est pas ouf quoi. Déjà, ça dure 35 secondes, donc voilà quoi, 35 secondes, bon. À l'écrit, tu peux faire durer ça longtemps, hein, si tu fais beaucoup de descriptions et tout, mais voilà quoi. Désolé pour les hétéros dans le chat. Ah mais oui, elle a pas posé nu aussi. Les photos étaient horribles tellement elle était mal à l'aise. Alors, poser nu, elle a le droit. Maintenant, j'ai jamais vu ces photos et j'ai pas envie de les voir. Bizarrement. Ah non, mais c'est full victimisation d'une femme qui a plein de privilèges et qui est pote avec les violeurs. Non, mais en fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, elle se victime. En fait, comment dire? En fait, ça me fait littéralement penser à beaucoup de féministes blanches. Euh, Bah, j'ai eu relation hétéro aussi, donc bah oui, c'est pas fou. Au secours. Non, mais en gros, ça me fait penser à lambda féministe blanche, cis, qui dit être inclusive, machin et tout, qui se victimise beaucoup parce que femme, mais qui au final ne fait rien en termes d'inclusion. Je vais citer un exemple tout con, hein. Mais le 8 mars, désolé. Oui, Némésis n'a pas pu défiler, enfin, n'a pas pu défiler avec le cortège principal, mais a pu défiler 2 heures après. Mais pourquoi il y avait osé le féminisme en plein milieu du cortège? Pourquoi oser le féminisme est toujours dans la coordination nationale du féminisme? Alors que oser le féminisme est plutôt phobe et transphobe. Et il s'en cache pas. Enfin, elle s'en cache pas plutôt. Euh, Pourquoi le 8 mars, c'est quasiment que des femmes blanches qui y sont. Il n'y a quasiment pas de femmes racisées, en fait. Les meufs trans bah, ne sont acceptées qu'en fonction du passing, faut être honnête. Sinon, on les suspecte d'être des mecs. Donc, en fait, pour moi, c'est tout le féminisme qui a à revoir, en fait. Même les revendications, je les ai trouvées très très nulles cette année. Donc voilà. Et pour moi, en fait, c'est juste que Chiapas s'inscrit dans cette lignée de féminisme li- libéraux-libéral, un peu. Voilà. Mais qui au final, en fait, ne remet pas en cause la lutte des classes. Enfin, ne remet pas en cause plutôt le capitalisme. Et donc, ne fait pas un féminisme basé sur la lutte des classes. Ne fait pas un féminisme prolétaire. Ne fait pas un féminisme qui inclut tout le monde. Et c'est le gros problème du féminisme actuellement, en tout cas en France, c'est que on peut prendre en compte des fois certaines oppressions, des fois les personnes trans vont être incluses, des fois les personnes racisées aussi, etc. Mais on oublie toujours le capitalisme. Toujours. Parce que, je suis désolé, mais quand par exemple je vois que la revendication euh, principale cette année, c'était l'écart des salaires, des os, pas des os, c'est pas anticapitaliste, hein. Surtout quand tu analyses pourquoi il y a un écart de salaire, etc. En fait. Car à temps de travail égal, l'écart de salaire il est de 14% environ en France. Si on prend l'écart de salaire global, il monte, mais parce qu'il y a plus de femmes à temps partiel, etc. Donc c'est plus pertinent de le prendre à temps de travail égal. Bon, mais en fait, c'est à partir de quand que les hommes gagnent plus? C'est à partir du moment où tu sors des salaires bas, en fait. Les prolétaires qui sont au SMIC, il n'y a pas d'écart de salaire. Ils sont au SMIC. C'est tout. Donc en fait, pour moi, c'est une revendication un peu de petite bourgeoise en mode ben ouais, moi en fait, dans mon travail de cadre, je gagne moins que mon collègue et du coup en fait, ben, il faut que je gagne plus. Non, il faut défoncer le capitalisme en fait. Voilà. Voilà. Et je vais le redire parce que je l'ai dit, c'était quand? C'était hier, je crois. Euh, Renseignez-vous sur le PEPS. Donc c'est un mouvement qui s'appelle pour une écologie populaire et sociale. Ils ont un site internet et tout. Et ils s'inscrivent dans la lignée du municipalisme libertaire. Ils ont déjà sorti les documents pour les municipales 2026, etc. Parce que eux, ils considèrent que oui, l'anarchisme peut venir grâce aux élections également. Donc voilà.
Donc voilà, c'est... Alors, je suis allé à la manif du 8 mars et je suis parti parce que je suis tombé sur un mec qui m'a fait du mal et que j'ai fait une giga crise d'angoisse. Ben moi, j'ai pas pu. J'ai pas pu y aller malheureusement, mais toutes les images que j'ai vues et tout, et puis même j'ai vu des drapeaux et le féminisme sur plein de photos, en tout cas de la manif parisienne et tout. Voilà, donc ça m'a un peu saoulé. Donc, et je crois que je crois que c'est fin avril. Ouais, le 26 avril, je sais qu'il y a la Pride lesbienne, enfin la marche de fierté lesbienne à Lyon. Je sais pas s'il y en a ailleurs, mais à Lyon, en tout cas, je sais qu'elle y est. Et ouais, bah, désolé pour toi, Genetics, mais c'est un peu la problématique du 8 mars, en fait, c'est que bah, c'est un féminisme très très libéral, quoi, le 8 mars. Hein. Perso, c'est dans une organisation trans qu'une personne me trigger, du coup, je peux pas y aller. Non, mais c'est ça, ouais, c'est un peu chiant. Bon, après, je sais pas de quel orga tu parles, hein, Alex, mais les orgas trans, en ce moment, je m'en méfie de plus en plus avec avec le coup que nous a fait l'OST et on attend encore leur communiqué. Donc, et ouais, bah, tant mieux à Zora si, si mon discours t'a plu. Et du coup, ben, installe-toi, il n'y a pas de problème. C'est aussi plus facile d'imaginer le monde avec peu d'égalité salariale, alors qu'imaginer le monde sans capitalisme, c'est beaucoup plus dur. Alors oui et non. Et je vais dire un truc simple. Il existe au moins, voilà, deux endroits dans le monde qui ont aboli le capitalisme. Il y a déjà le Chiapas avec la révolte zapatiste, qui vivent en totale autonomie du pouvoir mexicain, et il y a le Rojava, donc qui est au nord de la Syrie, qui depuis la révolution de Kobané vit en ayant instauré le municipalisme libertaire et qui gère un territoire qui est quand même assez grand, de plus de 8 millions de personnes. Donc, en fait, c'est juste que c'est des choses, on en parle peu, en fait. Mais ça existe, c'est possible. Et oui, abolir le capitalisme, c'est réalisable. Et surtout qu'en plus, on oublie de le dire, mais le Rojava est en guerre constante depuis plus de 10 ans. Ils sont en guerre contre la Turquie, ils ont été en guerre contre l'État islamique. C'était les premiers à faire front contre l'État islamique. On se souvient de la bataille de Rafah. Non, c'est pas Rafah. Hop, je vais chercher, je vais pas dire de bêtises. C'était une bataille qui a duré énormément de temps et qui a fait énormément de victimes des deux côtés. Hein. Euh, C'était Raqqa, voilà. Donc Raqqa et la bataille a été très longue et c'est les Kurdes et le bataillon international, hein, bien sûr, qui ont libéré Raqqa, qui a été considérée comme la capitale de l'État islamique. Tu peux leur demander le manuel d'utilisation de la destruction du capitalisme, du coup. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. C'est qu'en fait, c'est un peu ce qu'on expliquait dans la Fabrique libertaire. D'ailleurs, le prochain stream de la Fabrique libertaire, ça sera sur l'éducation et ça sera vendredi prochain, donc le 11, donc à 20h30, avec d'autres streamers, bien sûr. On parlera d'éducation en termes de école, collège, lycée, etc. Mais aussi d'éducation, formation tout au long de la vie, etc. Euh, et en fait, euh, en fait, comment dire, il y a eu beaucoup de penseurs anarchistes, beaucoup. Ça a commencé par Proudhon qui prenait le mutualisme, puis après il y a eu Bakounine, puis très vite on a vu apparaître Louise Michel, Emma Goldman, Kropotkin, Malatesta, Élisée Reclus, etc., etc. Il y en a eu plein. Et en fait, le truc c'est que l'un des plus récents, c'est Murray Bookchin. Et Bookchin, lui, il théorise que le pouvoir politique, en fait, il doit se faire dans la commune ou le quartier. Mais il ne peut pas se faire à grande échelle. Et c'est logique. Donc les décisions ne doivent se prendre quand, qu'avec un nombre défini de personnes sur un territoire défini, en fait. C'est-à-dire que euh, si par exemple tu es en campagne, on va pas te dire, bon, en gros, c'est par exemple, on dit, on fait une assemblée citoyenne, entre guillemets, de 5000 personnes maximum. Mais si par exemple tu es en campagne, ben, on va pas prendre 5000 personnes.
Parce que peut-être que 5000 personnes, ça va faire la moitié du département. Et ça serait pas logique que la moitié du département soit gérée par une seule assemblée, en fait, par exemple. Et du coup, en fait, Murray Bookchin, il dit, on va garder le principe d'État, mais ça sera un État organisationnel et pas un État décisionnaire. Ce sera un État qui, en fait, devra se soumettre, entre guillemets, aux décisions prises par la base. En gros, c'est l'inversion de la hiérarchie, en fait. Euh, et tout est décidé par la base, tout. La façon d'organiser la société, comment on intègre tel ou tel truc, comment on mange, comment on fait ceci, tout ça. Et le Rojava est en guerre. Le Rojava est en guerre depuis 10 ans. Et ils ont réussi à mettre ça en place. C'est Bookchin. Attends, je te marque son nom. Voilà, Bookchin, donc qui a théorisé le municipalisme libertaire et qui a théorisé le fait aussi que on peut aller participer à des élections municipales, par exemple, pour amener le municipalisme libertaire petit à petit dans les instances et dans les quartiers, les villes, etc. En fait. Et c'est pour ça que le PEPS, du coup, donc le mouvement pour une écologie populaire et sociale, qui s'inspire beaucoup de ça, accepte de se présenter aux élections locales. Euh... Oh, je savais pas ça. Bah ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que c'est des exemples, on en entend très très peu parler, et pourtant ils existent. Mais c'est dommage. C'est dommage que. Voilà. Euh, je les connais les deux. Ah, je les connais les deux exemples, peut-être pas aussi bien que toi. Bah après, c'est surtout que moi j'aime beaucoup analyser ça pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas et tout. Après, c'est parfois compliqué d'avoir des ressources, surtout sur le Chiapas. Je sais que le Chiapas, j'ai pas beaucoup de sources dessus. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup plus de Rojava. Mais, mais voilà. Je pensais que c'était Taliana la plus récente. Je suis pas une théoricienne, non. Je me définis pas comme théoricienne anarchiste. Pas pour le moment. Une des grandes batailles des Kurdes, c'est aussi Sinjar en Irak pour briser le siège des populations yézidis par Daesh. Oui, totalement. Totalement. Je parlais de Raqqa parce que je sais que c'est une bataille qui avait duré des mois, voire des années. Et, et que ça avait fait beaucoup parler. Et que j'avais beaucoup suivi ça, tout ça. Mais en fait, j'en ai pris qu'une. Mais de toute façon, c'est simple. C'est les Kurdes ont été les premiers à faire front contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Euh, et ils étaient seuls sur le terrain quasiment, hein. Il y a eu quelques soldats syriens qui ont rejoint les forces démocratiques syriennes, tout ça, mais le gros des forces, c'était les Kurdes en fait. Donc voilà. Après, il y a eu les bataillons internationaux qui sont arrivés, hein, mais c'était des volontaires qui venaient rejoindre les batailles pour soutenir les Kurdes en fait. Donc ça revient un peu au même. Et c'est pour ça que quand on me dit on a battu Daesh et tout, non, non, c'est les Kurdes hein, qui ont battu Daesh, hein. C'est eux, hein. Personne d'autre, hein. Et ils ont réussi, malgré du coup une instabilité très forte, parce qu'ils sont toujours en guerre et tout ça, à mettre en place ce système-là. En fait, eux, en fait, ils ont une mentalité, c'est dès qu'ils ont du temps, ils discutent. Ils discutent, voilà. De comment se passe la société, s'il y a des problèmes, etc. Et ils cherchent euh, à trouver des solutions collectivement. Il y a eu aussi du soutien des forces spéciales US à Europe, mais le soutien s'est porté sur les Kurdes parce qu'elles étaient organisées, savaient bien se battre. Oui, totalement. Mais en soi, il y a eu les raids aériens, etc. Mais en fait, la grosse problématique, c'est que bah, les Kurdes, en fait, étaient organisés. C'est-à-dire que, en gros, les Kurdes, ils avaient un parti, donc le Parti communiste kurde, le PKK. euh, mais il y avait une branche armée du parti depuis longtemps, qu'on appelle les YPG. Et, euh, et du coup, bah, quand tu as une branche armée, forcément derrière, souvent les gens savent utiliser les armes, et sont un minimum entraînés, tout ça, et du coup, dans un contexte de conflit, voilà, mais par opposition aux autres composantes de la révolution syrienne qu'on a abandonnées, nous, occidentaux. Oui, totalement. Totalement. Après, les Kurdes, je sais que par exemple, je crois que c'est un Montpelliérain qui avait rejoint le bataillon international kurde. euh, et qui en fait, quand il est rentré en France, a été arrêté, mis en garde à vue,
fiché S, euh, extrêmement surveillé, etc. Parce que bah, il était parti faire la guerre aux côtés des Kurdes. Euh, et il était antifasciste, hein, parce que les Kurdes sont antifascistes. Et du coup, voilà. Et en fait, c'est ça la problématique aussi, c'est qu'il y en a qui, du coup, bah, restent là-bas parce que bah, flemme d'être fiché S ici, quoi. Donc voilà. Alors, on reprend. L'historien, ou l'historienne, qui orientera sa recherche sur les expériences des femmes esclaves, rendra un service inestimable à l'histoire. Il ne faut pas seulement envisager une telle enquête sous l'angle de la vérité historique, car certaines leçons de ce passé éclairent d'un jour nouveau les luttes actuelles d'émancipation des femmes noires et de toutes les femmes. En tant que profane, je ne peux que suggérer une nouvelle étude de l'histoire de ces esclaves noirs. Oui, on reprend, désolé, t'inquiète. Ils ont des fiches S en Angleterre? Je sais pas du tout. Je pense qu'ils ont des trucs similaires. Je pense. Mais comment ça s'appelle? Je sais pas du tout. Attends, j'ai cherché par curiosité. Mais je pense que ouais, ils doivent avoir des trucs quand même. Ils doivent quand même avoir des trucs. Alors, hop. Fiche S Angleterre. Euh, je vais mettre équivalent fiche S peut-être? Bon, je trouve pas a priori. Non, je trouve pas. Si quelqu'un trouve, je veux bien, mais l'info. Mais c'est possible, ouais. Ah non, non, t'inquiète, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Après, on peut ne pas être fiché S, mais être sur d'autres fiches, hein. Parce qu'en fait, il y a les fiches du renseignement territorial, et après, il y a les fiches du renseignement national, et même dans les fiches du renseignement national, il n'y a pas que la fiche S, il y a d'autres fiches. Donc en fait, on parle beaucoup de la fiche S parce que c'est la fiche sûreté de l'État. Mais voilà. Les fiches S, c'est des listes de surveillance, ça existe partout. Bah ouais, c'est ça. J'ai aucune idée du nom en Angleterre, mais c'est partout en fait. La fiche S, c'est juste celle qui est mise le plus en avant, alors que voilà. Si on écoute cela, ils m'en est fiché. Attends, j'appelle Macron, je lui demande. Non, je pense pas. Enfin, j'espère pas quand même. Sinon, ça voudrait dire que je suis moi-même fiché, et ça serait con quand même. Oui, désolé. S'il y a la DGSI sur ce live, mets un smiley. Ok, Alex. Alors, ban Alex. Attends, est-ce que pour rigoler, je fais pas time out ma modo? Hop. Allez, c'est bon. Je l'avais time out, c'est bon, j'ai annulé. C'est bon, j'ai annulé le time out, Alex, c'est bon. Euh, Du coup, les femmes noires ont toujours été plus nombreuses à travailler à l'extérieur que leurs sœurs blanches. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Ah ouais, 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 c'est le service public ici, hein. Pour elles, l'importance actuelle du travail découle d'une structure établie dès le début de l'esclavage. Le travail forcé éclipsait tous les autres aspects de leur vie. C'est donc à travers leur rôle de travailleuses qu'il faut appréhender leur histoire. Et il y a le renseignement extérieur qui surveille les Français qui partent combattre à l'étranger, y compris chez les gens gentils comme les Kurdes. C'est une activité normale de suivre les Français qui partent prendre des armes, parce que quelqu'un qui revient en sachant manier les armes a peut-être un PTSD. Ouais, alors, il y a le côté PTSD, mais il y a aussi le côté, par exemple, un antifasciste qui est allé, par exemple, aux côtés des Kurdes combattre, peut peut-être euh, être une menace quand il revient.
parce qu'il sait manier des armes, il a des convictions politiques fortes et d'une certaine façon de renversement de l'État. Et du coup, ça peut représenter un danger pour l'État en fait. Et il y a ces deux aspects à prendre en compte et c'est important. C'est voilà. Le système esclavagiste définissait les Noirs comme une marchandise humaine, puisque les femmes étaient considérées comme des unités de travail productrices de profit au même titre que les hommes. Leurs propriétaires n'établissaient aucune différence entre les sexes. Un universitaire affirme: la femme esclave était la servante perpétuelle de son propriétaire et, fortuitement, épouse, mère et femme au foyer. Si l'on se réfère aux tendances de la nouvelle idéologie de la féminité au XIXe siècle, la glorification des mères nourricières, douces compagnes et maîtresses de maison, transformait les femmes noires en anomalies. Mais le régime de surveillance est plus light pour les pro-kurdes que pour les djihadistes. Les gauchos font pas d'attentats. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est juste, j'avais vu passer cette info comme quoi un antifa avait été assigné à domicile après être revenu, tout ça et tout, tu vois. Maintenant, oui, je me souviens d'une amie qui était à Sciences Po et qui avait eu quelqu'un de la DGSI qui venait faire une conférence et une personne avait posé la question de euh, est-ce que l'extrême gauche est vraiment dangereuse, tout ça? Et la personne de la DGSI a rigolé en disant la menace, c'est pas l'extrême gauche, c'est l'extrême droite. Donc voilà. Désolé, j'ai un feu d'âme, je vais arrêter pour te laisser lire, t'inquiète. La seule façon de pas être fiché, c'est d'apprendre dans l'armée ou les groupes fascistes. Les groupes fascistes sont fichés aussi, hein, faut le savoir. Donc voilà. Et l'armée, aucune idée. Je sais pas à quel point t'es fiché quand t'es dans l'armée. Enfin, t'es forcément fiché parce que tu remplis des documents, tout ça pour rentrer dans l'armée. Après, je pense pas que tu sois surveillé. Après, t'es peut-être surveillé un certain temps quand tu quittes l'armée, peut-être. Je sais pas. Bien que ces dernières aient peu profité de cette douteuse idéologie, on admet parfois que l'esclave type était domestique, cuisinière, servante ou nourrice des enfants de la grande maison. L'oncle Tom et Sambo ont toujours eu de fidèles compagnes, tante Jemina ou la nounou noire, stéréotype qui prétendait définir l'essence des femmes asservies. Comme c'est souvent le cas, la réalité est diamétralement opposée au mythe. À l'exemple des hommes de leur communauté, elles travaillaient très souvent au champ, tandis que les États frontaliers transformaient sans doute la majorité des esclaves en domestiques. Le sud, creusé de l'esclavagisme, produisait surtout des ouvriers agricoles. Vers le milieu du XIXe siècle, 7 esclaves sur 8, hommes et femmes confondus, étaient au champ. Tout comme les garçons en âge de travailler, les femmes devaient creuser la terre, cueillir le coton, couper la canne à sucre et récolter le tabac. Une vieille femme décrivit dans les années 30 son apprentissage dans une plantation cotonnière en Alabama. Et l'armée était fichée et on te surveille. Il y a des services internes. Ouais, c'est ça. Les groupes fascistes sont fichés en tant que ressources humaines potentielles. Waouh. Non, je sais que, alors en vrai, la DGSI considère l'extrême droite comme le plus gros vecteur potentiel d'attentats en France et en Europe. Mais voilà, c'est à quel point ils sont vraiment surveillés, tout ça, c'est toujours compliqué, on va dire. Et ça, il y a que les personnes, je pense, qui sont proches de la DGSI qui pourraient nous renseigner. On vivait dans de vieilles cabanes en rondins, en bouchant les fissures avec de la boue et de la mousse, quand on pouvait. On n'avait pas de bons lits, juste des échafaudages coulés au mur et une vieille literie en lambeaux. Sûr que c'était dur pour dormir, mais ça reposait quand même nos carcasses épuisées par ces longues journées au champ. Je m'occupais des enfants quand j'étais petite, et j'essayais de faire le ménage comme le disait la maîtresse. Quand j'ai eu 10 ans, le maître a dit: envoyez-moi cette négresse dans le champ de coton. L'expérience de Jenny Proctor est caractéristique. De l'aube au crépuscule, la plupart des filles et des femmes, la plupart des garçons et des hommes, trimaient dur. Quand il s'agissait de travail, le fouet savait mieux mesurer la force et la productivité que la différence de sexe. En ce sens,
l'oppression des femmes était identique à celle des hommes. Elle connaissait pourtant d'autres formes d'oppression, les agressions sexuelles et autres traitements barbares qui leur étaient réservés. L'attitude des propriétaires était opportuniste. Lorsqu'il était question de travail, rien ne différenciait la force et la productivité d'un homme ou d'une femme, mais, mais lorsqu'il s'agissait d'exploiter, de punir ou de brimer un être, les femmes étaient renvoyées à des rôles exclusivement féminins. Quand l'abolition de la traite internationale des Noirs commença de menacer la jeune et dynamique industrie du coton, la classe esclavagiste fut obligée de s'en remettre à la reproduction naturelle pour augmenter sa population de domestiques. La capacité reproductrice des femmes esclaves fut donc primée. Pendant les décennies qui précédèrent la guerre de sécession, elles furent de plus en plus jugées en fonction de leur fécondité ou de leur stérilité. Celles qui pouvaient produire 10, 12, 14 enfants ou plus devenaient un trésor enviable. Mais leur statut de mère ne leur attira pas plus de respect que le statut de travailleuse. Le culte de la maternité, certes très populaire au XIXe siècle, ne s'appliquait pas à elles. En fait, aux yeux des esclavagistes, les Noirs n'étaient pas des mères. Elles étaient simplement des instruments de renouvellement de la main-d'œuvre. Elles étaient seulement des ventres, du bétail, dont la valeur était fonction de leur capacité à se multiplier. Coucou Play. Comment ça va? Ça me fait penser à Handmaid's Tales. Ouais, un peu. Un petit peu, ouais. Il y a un peu ce mood-là. Ben moi ça va là en cette fin de semaine. Donc plutôt tranquille. On a commencé du coup Femme Race et Classe. Et voilà, hein. On a un peu parlé, on a un peu digressé sur d'autres sujets à certains moments. Mais voilà quoi. Ça va, ça va. Puisque les femmes noires sortaient de la catégorie des mères pour entrer dans la catégorie des reproductrices, on pouvait, comme aux vaches, prendre leurs petits et les vendre comme des veaux. Un an après l'arrêt de l'importation d'Africains, un tribunal de Caroline du Sud décréta que les femmes esclaves n'avaient aucun droit sur leur progéniture. Cette décision permettait d'enlever les enfants et de les vendre à n'importe quel âge parce que les petits des esclaves sont traités comme les autres animaux. En tant que femmes, les esclaves étaient naturellement en butte à toutes sortes de contraintes sexuelles. Si pour les hommes les châtiments les plus violents étaient le fouet, la mutilation, les femmes étaient violées par-dessus le marché. En fait, le viol exprimait clairement la domination économique du propriétaire d'esclaves et l'autorité du surveillant sur les travailleuses noires. Oh, ce livre. Faut juste expliquer à certains que c'est pas un manuel d'utilisation. Ah oui, bah ouais, oui, ça serait pas mal ça. Les mauvais traitements réservés aux femmes facilitaient ainsi l'exploitation de leur travail, qui obligeait les propriétaires à abandonner leurs préjugés sexistes, sauf en matière de répression. Puisque les Noirs n'étaient pas des femmes selon la norme, le système esclavagiste décourageait la phallocratie chez les hommes noirs. Mari et femme, père et fille, étaient tous placés sous la tutelle absolue des maîtres. En favorisant la phallocratie, on aurait dangereusement menacé le pouvoir. Par ailleurs, puisque les travailleuses noires n'étaient considérées ni comme des représentantes du sexe faible, ni comme des maîtresses de maison, les hommes noirs ne pouvaient revendiquer le titre de chef de famille, ni même subvenir à leurs besoins matériels. En fin de compte, hommes, femmes et enfants entretenaient la classe esclavagiste. Dans les plantations de coton, de tabac, de maïs et de canne à sucre, femmes et hommes travaillaient côte à côte. Un ancien esclave raconte. La cloche sonne à 4 heures du matin, et on a une demi-heure pour se préparer. Tout le monde commence en même temps. Les femmes doivent travailler au même rythme que les hommes et accomplir les mêmes tâches. En ce moment, j'ai une petite dissonance cognitive à voir l'actualité aux USA et les annonces pour la saison finale qui promet d'abattre cette dictature. Ouais, j'avoue. Oh, j'avoue. Ah, j'avais pas pensé, mais oui. À propos de cette digression, à quel point tu sais manier les armes sur une échelle de 1 à 10. C'est pour un ami, pas du tout pour remplir une fichette. Oh, le live. Je vais me faire swat. Je vais subir un swatting là, les gens.
Ça va toquer chez moi. FBI, open the door. Bon, si ça dit FBI, c'est que ça va. C'est que c'est une vanne. En France, c'est plutôt police, ouvrez la porte. Pardon. T'inquiète, pour une vanne, ça passe. C'est quoi de faire 96 heures de garde à vue pour terrorisme? Ça passe. Je rigole, hein. Faire 2 heures de gaffe, c'est déjà trop, hein. La seule arme de Play, c'est le fait qu'elle slay trop. C'est l'heure des donuts, là, t'inquiète, aucun risque. Ah bon, mais ça va alors. Alors. Oh là là, je me fais saucer en plus. La plupart des propriétaires, c'est l'heure du pot à la DGSE. La plupart des propriétaires avaient inventé des systèmes permettant de calculer le travail de l'esclave en fonction du rendement moyen qu'ils exigeaient. Ainsi, la productivité des enfants était évaluée au quart du rendement d'un adulte. Les femmes étaient soumises au rendement maximum, sauf quand elles faisaient fonction de reproductrices ou de nourrices, ce qui les dispensait parfois d'une petite partie du travail. Évidemment, les propriétaires cherchaient à encourager la reproduction, en favorisant des naissances très rapprochées, mais ils n'allèrent jamais jusqu'à exempter les femmes enceintes et les jeunes mères du travail agricole. Beaucoup de mères étaient contraintes de laisser les tout petits par terre, près de l'endroit où elles travaillaient, mais certaines refusaient de les abandonner et essayaient de suivre un rythme normal avec leur bébé sur le dos. Un ancien esclave décrit cette pratique en parlant de sa plantation. Une jeune femme n'avait pas laissé son enfant au bout de la rangée et avait fabriqué dans une toile grossière une sorte de sac rudimentaire qui lui permettait d'attacher le tout petit sur son dos. De cette manière, elle le portait toute la journée et elle binait avec les autres. Dans d'autres plantations, les femmes laissaient leurs bébés à la garde des enfants ou des vieillards inaptes aux travaux pénibles. Comme elles ne pouvaient les allaiter régulièrement, leurs seins congestionnaient et les torturaient. Dans l'une des histoires d'esclaves très populaires de l'époque, Moïse Grandi raconte la condition effroyable des mères. Dans la plantation dont je parle, celles qui allaitaient souffraient de leurs seins gonflés de lait, car les petits restaient à la maison. Elles ne pouvaient suivre le rythme des autres travailleurs. J'ai vu les surveillants les fouetter avec des lanières de cuir, si fort que le sang et le lait coulaient ensemble de leurs seins. Les femmes enceintes étaient non seulement contraintes d'accomplir un travail normal au champ, mais elles recevaient aussi des coups de fouet quand leur rendement journalier était trop faible ou lorsqu'elles protestaient impudemment contre le traitement qu'on leur infligeait. Une femme enceinte qui commet une faute doit se coucher au-dessus d'un trou à sa taille. Alors on la fouette ou on la frappe avec un battoir troué. Chaque coup provoque une blessure. Une de mes sœurs fut frappée si durement que les contractions commencèrent et que l'enfant naquit dans le champ. Ce même surveillant, Brooks, a tué ainsi une jeune femme, Marie. Ses parents étaient dans le champ. Oh non, la pratique vient de là, c'est horrible. Ouais. Ouais, non, c'est horrible. Ouf, quel enfer. Ouais, non, c'est dur, hein. Là, on n'est pas sur le passage le plus joyeux. Bon, je sais pas s'il y aurait des passages joyeux, mais ouais, non, c'est. Ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup cette image dans l'inconscient collectif, hein, euh, de les femmes non esclaves étaient vraiment souvent les domestiques, elles faisaient le ménage, tout ça, et les hommes esclaves étaient au champ. Mais c'est vrai que dans la réalité, c'est faux, en fait. Dans la réalité, les femmes faisaient pareil que les hommes dans la très grande majorité des cas, en fait. Et donc, elles subissaient la même chose, plus les oppressions sexistes, en fait, et donc les viols, on les utilisait ben, comme des incubateurs à main-d'œuvre, en fait, littéralement. Si les femmes enceintes étaient traitées avec plus de douceur dans certaines plantations ou certains domaines, c'était rarement pour des raisons humanitaires. Les propriétaires appréciaient tout simplement la valeur d'un petit esclave comme celle d'un jeune veau
ou d'un poulain. Avant la guerre de sécession, lorsque le Sud commençait à s'industrialiser timidement, le travail des esclaves complétait et concurrençait souvent celui des hommes libres. Les industriels qui avaient des esclaves donnaient le même ouvrage aux hommes, aux femmes et aux enfants, et quand les planteurs et les fermiers louaient leur main-d'œuvre, il y avait autant de demandes en femmes et en enfants qu'en hommes. Les femmes et les enfants représentaient un groupe très important dans la plupart des usines textiles, de chanvre ou de tabac. Ils travaillaient souvent dans des industries lourdes, comme les raffineries, les usines sucrières et les rizeries. D'autres industries lourdes, comme les entreprises de transport ou d'exploitation forestière, en employaient aussi beaucoup. Même durant l'esclavagisme, il y avait de l'intersectionnalité. Ouais, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Mais après, c'est une période très particulière parce que même après la guerre de sécession, il y avait toujours ce côté. L'esclavagisme déjà a continué, surtout dans les États du Sud, pendant pas mal de temps. Et après, même quand l'esclavagisme a été aboli, il y a toujours eu cette ségrégation raciale pendant énormément de temps. Donc en fait, c'est une question qui, aux États-Unis, est vraiment très très prégnante et liée à l'histoire même des États-Unis en fait. Les femmes n'étaient jamais trop féminines pour travailler dans les mines de charbon, les usines métallurgiques, pour remplacer les bûcherons ou les terrassiers. Le canal Santi, en Caroline du Nord, fut creusé par autant de femmes que d'hommes esclaves. Elles participèrent aussi à la construction de digues en Louisiane et à l'installation de nombreuses voies ferrées encore en service dans le Sud. L'utilisation des femmes comme bêtes de somme dans les mines du Sud rappelle l'horrible exploitation de la main-d'œuvre féminine en Angleterre, telle qu'elle est décrite par Karl Marx dans Le Capital. En Angleterre, on se sert encore, le long des canaux, de femmes au lieu de chevaux pour le halage, parce que les frais des chevaux et des machines sont des quantités données mathématiquement, tandis que ceux des femmes, rejetés dans la lie de la population, échappent à tout calcul. Comme leur homologue britannique, les industriels du Sud reconnaissaient le caractère rentable de l'affaire. Le travail des femmes esclaves était bien plus rentable que celui des hommes libres, ou non. Elle coûtait moins cher en capital et en entretien que des hommes dans la force de l'âge. Les femmes noires, qui devaient se montrer aussi masculines que les hommes au travail, ont profondément souffert pendant l'esclavage. Sans nul doute, certaines en sont mortes. Cependant, la plupart ont survécu et ont acquis ces qualités taboues, selon l'idéologie de la féminité au XIXe siècle. Un voyageur de passage dans le Mississippi décrit un groupe d'esclaves rentrant des champs. Une quarantaine de femmes, d'une taille et d'une force surprenantes, toutes portaient la même robe bleue à carreaux, jambes et pieds nus. Elles s'avançaient fièrement, la houe sur l'épaule, d'un pas libre et vigoureux, comme une troupe en marche. Il est peu probable que ces femmes aient exprimé l'orgueil d'un travail accompli sous la menace constante du fouet. Néanmoins, elles devaient être conscientes de leur formidable pouvoir, leur capacité à produire et à créer. En effet, d'après Marx, le travail est le feu vivant, qui met en forme. Il est le caractère éphémère et transitoire des choses. Il est possible que ces observations soient teintées de racisme paternaliste. Dans le cas contraire, ces femmes avaient peut-être appris à trouver dans l'oppression la force de lutter contre la déshumanisation quotidienne de l'esclavage. La prise de conscience de leur résistance physique avait probablement éveillé un désir de défendre leurs propres droits, leur famille et leur peuple. En sachant que Marx, sur la notion de travail, je suis pas du tout d'accord avec lui. Le travail, en fait, le problème, c'est qu'il décrit le travail comme sous un seul angle, c'est l'emploi. Alors que le travail, il y a plein de types. Il n'y a pas que l'emploi, en fait, comme travail. Il y a aussi le travail domestique, il y a aussi le bénévolat, il y a beaucoup, beaucoup de travail, entre guillemets, de différents. Et il n'y a pas qu'un seul type de travail qui est acceptable, on va dire, dans la société, en fait. Et ça, c'est à prendre en compte dans nos réflexions de gauche, dans nos réflexions anticapitalistes, parce que si on considère que le bénévolat, le travail domestique, tout ça ne sont pas des travails, alors il y a un côté sexiste, parce que le travail domestique est souvent fait par des femmes, mais en plus, ça considère que certaines personnes doivent faire plus de travail que d'autres, en fait.
Donc c'est de facto pas égalitaire. Les premières expériences de mécanisation antérieures à la guerre de sécession furent suivies d'une industrialisation générale qui priva beaucoup d'Américaines blanches de l'expérience productrice. Les usines textiles avaient rendu les rouets inutiles. Tout le matériel de fabrication des chandelles avait été relégué dans les musées, aux côtés de nombreux outils autrefois utiles à la production des biens nécessaires à la famille, comme les nouveaux magazines féminins et les récits romanesques vantaient une idéologie de la féminité inspirée par l'industrialisation. Les femmes blanches furent totalement dissociées du monde de la production. L'industrie capitaliste introduisit un clivage entre l'économie domestique et l'économie sociale qui vint renforcer le sentiment de l'infériorité féminine. Dans la propagande dominante, le mot femme devint synonyme de mère et de maîtresse de maison, et ses fonctions étaient définies comme inférieures. Mais ce vocabulaire n'était jamais employé chez les Noirs asservis. Les aménagements économiques de l'esclavage contredisaient cette nouvelle idéologie au niveau de la hiérarchie sexuelle. Les relations hommes-femmes dans la communauté esclave ne pouvaient donc s'intégrer à l'idéologie dominante. C'était un point aveugle chez Marx, comblé par d'autres analyses depuis. Oui, oui, totalement, totalement. C'est vrai qu'il en parle pas, mais je crois qu'il y a ses contemporains qui parlent de renouvellement de la force de travail. Oui, totalement, totalement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ouvrages ou de travaux, d'études, etc., et de théories qui justement parlent du fait qu'il faut faire cette distinction entre emploi et travail, euh, parce que justement, il y a différents travails qui existent et que ne garder que cette notion d'emploi n'est pas pertinente, en tout cas dans notre société. Donc voilà. Et aussi, si vous avez des idées de stream ou autre pour fêter les 200 followers, n'hésitez pas. Je prends toutes les idées, j'ai pas encore décidé tout ça, car on les a passées assez vite et je m'y attendais pas trop. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, voilà, je les noterai et je verrai après. Voilà, c'est ce que je ferais. Ça peut être quelque chose de drôle, tout ça. Attends, je réfléchis. Ah, mince, tu réfléchis? Une formation, ça? C'est mon regarde la série au service de la France. Attends, c'est quoi comme série déjà? Attends, attends, attends. Attends, attends. Parce que le nom me dit un truc, mais je l'ai pas vu. Diffusé. La série se déroule en 1960. André Merlot, pardon, les services de renseignement en tant que stagiaire. Beau garçon bien élevé, malin mais influençable, ok. On aura beaucoup à apprendre pour servir et défendre les intérêts de la France. Trois fonctionnaires suffisants sont chargés de le former pour effectuer des opérations délicates et parfois saugrenues. Jacquard, Callot. En vrai, ça peut être drôle. C'est une série humoristique à la OSS 117. Ok. La série Machine. Ok. Ah, en vrai, je note. Je note. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Je me note ça, je me note ça. Euh, Il s'est souvent trouvé des gens pour affirmer avec les propriétaires d'esclaves que la famille noire présentait une structure matrilocale. L'état civil des plantations omettait le nom du père et n'enregistrait que celui de la mère. Et, dans tout le Sud, la législation adopta le principe du partus sequitur ventrem, l'enfant suit la mère. Telle était la volonté des propriétaires, pères de nombreux esclaves. Mais ces lois régissaient-elles également les rapports entre les esclaves? La plupart des historiens et des sociologues admettent que le refus du maître à reconnaître sa progéniture
a provoqué la création d'un ordre matriarcal par les esclaves eux-mêmes. Une célèbre étude gouvernementale, connue sous le nom de rapport Moynihan, fut consacrée à la famille noire. Cette étude date de 1965. Elle affirmait que cette prétendue structure matriarcale justifiait les récents problèmes économiques et sociaux des Noirs. En substance, déclarait Daniel Moynihan, on a imposé à la communauté noire une structure matriarcale qui la met en marge de la société américaine, qui freine sérieusement l'évolution du groupe et écrase l'homme noir. Cette situation rejaillit sur la plupart des femmes noires. Mais OSS 117 en inversé puisque le héros est quelqu'un qui n'est pas raciste et autres. Ah, pourquoi avez-vous décroché ce téléphone? Bah il sonnait donc j'avoue que la logique m'échappe. Maintenant que vous avez décroché, c'est votre problème. Ah ouais, d'accord, ça a l'air... Ok. D'après cette thèse, l'oppression puisait sa source au-delà de la discrimination raciale et de ses conséquences. Chômage, mauvaises conditions de logement, inefficacité de l'éducation et insuffisance de l'aide médicale. Elle dériverait d'un problème pathologique lié à l'absence de suprématie masculine. La conclusion controversée du rapport Moynihan constitue un appel à l'autorité patriarcale, et donc à la suprématie masculine, dans la famille noire et toute la communauté. Ouais, on peut regarder une série en stream si je fais des commentaires. En fait, c'est si je fais des commentaires et tout ça, en fait, ça ajoute du contenu, c'est de la réaction, et donc on peut. Ça se moque de la France de cette époque et d'aujourd'hui. Ok, ça peut être cool, ça peut être cool. Et je m'étais renseigné, Alex, parce qu'à une époque, je voulais le faire pour Arcane et parler un peu de la politique dans Arcane. Mais euh, et du coup, voilà, je m'étais un peu renseigné justement sur tout ce qui est droit d'auteur et tout à ce niveau-là. Et en fait, tu peux, si tu ajoutes un certain contenu, et donc la réaction en stream peut être considérée comme l'ajout de contenu. Un des défenseurs libéraux de Moynihan, le sociologue Lyren Water, prit position contre les solutions préconisées dans ce rapport. Rainwater proposa des emplois, le relèvement des salaires et d'autres réformes économiques. Il alla même jusqu'à encourager les revendications sociales et les manifestations de soutien aux droits civiques. Pourtant, comme la plupart des sociologues blancs, imités en cela par quelques noirs, il reprit à son compte la théorie de l'esclavage destructeur de la famille noire. En conclusion, celle-ci se serait construite autour de la mère, en privilégiant la relation mère-enfant, et aurait distendu ses liens avec l'homme. Aujourd'hui, dit-il, les hommes n'ont pas souvent de vrais foyers. Ils rompent facilement leurs attaches familiales ou sexuelles. Ils vivent dans des habitations délabrées ou dans des meublés. Ils passent leur temps dans des bureaux de bienfaisance et refusent d'entrer véritablement dans les seuls foyers qu'ils possèdent, celui de leur mère ou de leur ami. La politique dans Arcane. Go parlait d'Arcane en faisant un commentaire politique. Dans la saison 2, il y a beaucoup moins de politique dans Arcane. Dans la saison 2, il y en a quand même. Il y a quand même des trucs à dire en termes de politique. Mais oui, dans la saison 1, c'est beaucoup plus présent, en tout cas beaucoup plus visible. Mais dans la saison 2, il y a quand même de la politique, surtout quand on connaît le lore de League of Legends derrière et donc certains persos, tout ça. Donc c'est mon cas. Et du coup, je peux expliquer certaines choses. Mais dans ce cas, je le note parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de le faire. Donc en vrai, pourquoi pas, ouais. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire, car la politique, c'est extrêmement large, en fait, hein. Donc voilà. Mais surtout que il y a des gens, ils ont pas compris que Arcane s'était politisé, donc je comprends toujours pas comment c'est possible, mais bon, bref. J'aime le fait qu'Arcane est devenu le point Godwin. Euh... En vrai... Ah, je dirais pas point Godwin quand même. Parce que en vrai... En fait, pour moi, c'est pas... Non, je dirais pas point Godwin quand même. Je pense que Arcane, c'est une société... comment dire? Piltover, en tout cas, est une société très capitaliste euh, et exploite Zod, du coup. Euh, et en fait, ça mène forcément en fait à une lutte des classes.
le truc, c'est que quand il y a des négociations qui sont tentées par Zone pour que la situation soit un peu mieux pour Zone, tout ça, ça mène à rien. Du coup, certains Zoniens ou Zoniennes bah, commencent un peu à prendre les armes. Du coup, il y a une réponse du pouvoir, etc. En fait, c'est littéralement la mise en scène pour moi de la lutte, d'une forme en tout cas, de la lutte des classes, Arcane. Mais c'est pas vraiment un point Godwin, car pour moi, il n'y a pas cette idée de l'industrialisation massive et volontaire d'un génocide, en fait. Pour moi, cette distinction, elle est très importante à faire, en fait. Il y a des gens qui ont conclu que The Boys, c'était de droite, plus rien ne m'étonne. Ah ben, ouais, pas faux, pas faux. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit ça aussi. Ah là là. Ni Moynihan, ni Renwater n'ont inventé la théorie de la décadence interne de la famille esclave. On la doit à Franklin Frazier, célèbre sociologue noir des années 30. Dans The Negro Family, ouvrage publié en 1939, Frazier décrit de manière spectaculaire l'effroyable traumatisme de l'esclavage pour le peuple noir. Mais il sous-estime sa résistance en face des inconvénients de ses conséquences sociales. Il se leurre également sur l'esprit d'indépendance et d'autonomie que les femmes noires ont nécessairement acquis. Ainsi, il déplore que les nécessités économiques et la tradition n'aient jamais conditionné la femme noire à accepter l'autorité masculine. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, attends, c'est où? Voilà, je l'ai pas inventé, hein. Voilà, hein. J'ai juste lu, d'accord? J'ai juste lu. Je, je vais aller sur Blue Sky tout à l'heure, je vais te taguer sur 15 posts. Elle a dit le N-word. Mais non, j'ai juste lu. Au secours. T'inquiète, je t'en mets. Je sais, t'inquiète, c'est juste. Si des gens arrivent sur le live à ce moment-là, que je sois pas en mode. Bon, alors, go faire la vidéo hors contexte. Oh, s'il y a quelqu'un qui a clippé. S'il y a une personne qui a clippé, je suis dans la merde. La controverse, suscitée par le rapport Moynihan et les doutes émis par son auteur sur la thèse de Frazier, ont conduit Herbert Gutmann à, à entreprendre certaines recherches sur la famille esclave. Environ 10 ans plus tard, en 1976, il publia un ouvrage remarquable, The Black Family in Slavery and Freedom. L'enquête de Gutmann révèle l'existence d'une famille prospère et florissante par des documents authentiques. Il ne découvrit pas l'horrible cellule matriarcale, mais une famille unie, avec une femme, un mari, des enfants et souvent d'autres membres, ainsi qu'un parent adoptif. Tu peux supprimer les clips. Ouais, mais t'as terminé la campagne municipale. Oui, pour les gens qui ont pas la vanne, parce que voilà. Pour le 1er avril, j'ai fait le genre, je me présentais au municipal, j'avais fait des affiches et tout, un programme, etc. C'était rigolo. Donc voilà. Oui, non, mais je sais, je peux supprimer les clips, c'est juste que. Vous pouvez faire des clips, hein. Moi j'aime voilà, il y ait des clips qui soient faits, hein. Mais évitez de faire des clips quand je balance des dingueries, quoi. C'est tout. Ou sinon des dingueries, mais qui peuvent être drôles, même hors contexte. S'opposant aux conclusions économétriques hasardeuses de Fogel et Engerman, convaincus que l'esclavage n'avait pratiquement pas affecté les familles, Gutmann affirme qu'un grand nombre d'entre elles ont été démantelées. Ce démembrement, causé par la vente indifférenciée du mari, de la femme ou des enfants, porte la terrifiante marque de l'esclavage nord-américain. Par ailleurs, Gutmann souligne que les liens d'amour et d'amitié, les affinités culturelles qui régissent les rapports familiaux et surtout le désir irrépressible de cohésion ont permis à la famille de survivre à cette violence dévastatrice. S'appuyant sur des lettres, des documents, comme les états civils des naissances, retrouvés dans les plantations avec mention du nom des parents, Gutmann démontre que les esclaves se conformaient fidèlement aux lois de la famille,
et que ces mêmes lois différaient de celles des familles blanches. Les mariages tabous, l'attribution des noms et les mœurs sexuelles, qui concernaient incidemment les relations extra-conjugales, séparaient les esclaves de leurs maîtres. En essayant quotidiennement de sauvegarder l'autonomie de leur vie familiale, les esclaves faisaient preuve de dons extraordinaires et parvenaient à humaniser un environnement étudié pour les transformer en sous-hommes. En vrai, tu te présentes en te faisant passer pour raciste, tu piques les voix du RN, et une fois conseillère municipal, tu votes des trucs de gauche chez les racistes. En vrai, dans le programme que j'avais fait, j'avais mis des mesures, on va dire, faisables, mais à un moment, j'avais mis une mesure, c'était le patriarcat n'a que trop duré, j'abolirai alors le patriarcat, mais pour ce faire, il y aura une phase de transition appelée le matriarcat. Après, en soi, dans ma ville, le RN, c'est pas ceux qui me font le plus peur, hein. Non, en vrai, dans ma ville, je pense, c'est plus la droite que l'extrême droite qui me fait peur. Parce que c'est une ville plutôt ouvrière, tout ça, donc... Et l'extrême droite, on la voit pas trop, donc ça va. Mais si on peut éviter que la ville tombe macroniste, ça serait cool quand même. Ah, les ouvriers votent à droite? Non, pas forcément. Là, la ville, justement, elle est de gauche. Là, actuellement, la majorité présidentielle, la majorité municipale, c'est une alliance de gauche avec, je crois, le plus gros groupe de la majorité, si je dis pas de bêtises, hein. C'est France Insoumise. Alors, le maire est PS, mais majorité France Insoumise, si je dis pas de bêtises. Euh, et ils ont fait des trucs plutôt cool, hein, quand même, cette majorité. Alors, bien entendu, pour moi, c'est pas assez à gauche, mais je préfère ça plutôt que les macronistes ou le RN, quoi. C'est surtout en campagne, l'extrême droite. Ouais, ouais, c'est en campagne, et dans certaines villes, mais surtout dans le sud de la France. Si je dis pas de bêtises, par exemple Nice, et je crois que Montpellier et Nîmes, ça commence aussi. Mais oui, c'est plutôt en campagne, ce qui d'ailleurs n'a aucun sens, hein. Je veux pas d'immigrés chez moi. Mais t'as jamais vu un seul arabe, frère. T'as vu plus de vaches que d'étrangers. Arrête un moment. Laisse les gens qui vivent en fait avec des personnes racisées toute l'année parler pour dire que bah non, il n'y a pas de danger, t'inquiète pas. Plutôt que toi avec tes... Ils vont me voler mes vaches. Non, t'inquiète pas. Personne va voler tes vaches. Ils vont voler mon travail. T'es au chômage, Robert, t'es au chômage. Ils vont voler mes allocations. Non, t'inquiète pas. Les vaches, elles ont des taches noires. Nous, on veut des vaches blanches. Des vaches de chez nous. Oh, les voisins qui doivent se dire, oh là 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 là. C'est quoi ça? Les voisins en mode, d'accord, d'accord. Donc notre voisine, elle veut des vaches blanches. D'accord. Euh, je vais aller dormir, hein. Nos grands remplacements bovins. Des vaches montbéliardes bien de chez nous. Attends, je crois qu'il y a une. Je crois que c'est la limousine, la vache limousine qui est plutôt blanche ou blonde. Vache limousine. Voilà, nous on veut des vaches limousines. Voilà, bien blondes, bien de chez nous, bien ariennes. Pardon. Ouais, elles sont brunes, c'est pareil. Brunes, blondes. Oh la vache, j'étais parti 3 minutes du stream, je sais plus où je suis. Là, en fait, j'imite Robert, agriculteur qui n'a jamais vu d'étranger, mais qui dit non au grand remplacement bovin. Parce que les vaches, elles ont des taches noires, en fait. Hmm. J'en ai marre. Oh la vache, oui, c'est l'idée. C'est totalement ça.
Moi, j'imagine, on est en train de dire des conneries comme ça, et là, d'un coup, il y a un raid. Les raiders qui arrivent en mode, eh ben d'accord, eh ben, on va repartir, d'accord? Oh là là. Tous les jours, les choix des esclaves, l'engagement marital à long terme, acceptation ou refus du nom paternel pour un enfant, mariage avec une femme dont les enfants ne portaient pas le nom paternel, attribution à un nouveau-né du nom du père, d'une tante, d'un oncle ou d'un grand-parent, divorce en cas de mariage manqué, respecter les apparences tout en niant la pratique de l'idéologie dominante qui faisait de l'esclave un éternel enfant ou un sauvage réprimé. Les structures et les liens familiaux, la nature des communautés élargies qui se développaient depuis ces liens originels, montraient aux enfants que leurs parents n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Malheureusement, Gutmann n'a pas essayé d'analyser le rôle des femmes dans la famille esclave. En démontrant qu'il existait une vie familiale complexe où chacun avait sa place, Gutmann a sapé l'un des principaux fondements de la théorie matriarcale. Mais il n'a pas réfuté nommément l'autre thèse qui affirme l'existence d'une famille bicéphale et la domination de la femme noire sur son mari. Par ailleurs, comme le confirment ses propres recherches, la vie sociale des esclaves était calquée sur la famille. Le rôle des femmes à l'intérieur de la famille déterminait largement leur statut social dans la communauté. La plupart des universitaires prétendent que la vie familiale des esclaves mettait la femme en position de supériorité, même lorsque le père était présent. Pour Stanley Elkins, le rôle de la mère était beaucoup plus important que celui du père. Elle contrôlait la vie familiale, l'entretien de la maison, la préparation des repas et l'éducation des enfants, que les maîtres laissaient à la charge de la famille esclave. L'emploi systématique du terme boy pour désigner l'esclave exprimait selon Elkins l'incapacité du maître à assumer ses responsabilités paternelles. Kenneth Stamp pousse encore ce raisonnement. Moi j'ai envie de dire ça c'est pas globalement pas mal de mecs qui assument pas leur rôle de père. Non mais je sais pas, je pose une question, je pose une question. Pour les mecs dans le chat, hein, je précise, je suis très féministe, un poil misandre, mais pas misandre en mode je déteste tous les hommes, c'est plus en mode je sais ce que les hommes ont pu faire des add-on meufs que je connais ou non, et du coup je préfère me méfier des hommes plutôt que voilà. Maintenant vous pouvez être ultra sympa et tout, voilà, mais c'est tout. Et souvent bah, j'aime bien faire des blagues parfois un peu misandres, le prenez pas personnellement. C'est je vise un groupe social et pas vous personnellement. Je ne vous connais pas dans la vie, donc le prenez pas mal, hein, si vous êtes un mec, voilà. Dans sa structure type, la famille esclave était matriarcale, car le rôle de la mère était beaucoup plus important que celui du père. Dans sa sphère d'influence, toute famille supposait des responsabilités qui étaient traditionnellement l'apanage des femmes, le ménage, les repas, la couture, mais aussi l'éducation des enfants. Le mari était tout au plus l'auxiliaire de sa femme, son compagnon et son partenaire sexuel. On le considérait souvent comme le bien de son épouse, le tome de Mary, au même titre que la case où vivait la famille. S'il faut le prendre personnellement, à bas les hommes. Oh là là, les pincettes, c'est bon, on n'est pas en sucre. Non mais en fait, Shadok, je prends des pincettes parce que en fait, je sais qu'il y a des hommes qui des fois sont vraiment en mode gna gna, not all men, gna 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 gna. Et du coup, en fait, maintenant, je préfère prendre des pincettes plutôt que devoir me taper des not all men car ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Et en soi, à Ozozora, je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis pas misante, c'est juste que la dernière fois que j'ai mis des hommes sur un bûcher, les mecs m'ont mansplainé comment faire un feu ou comment faire des nœuds. Je fais ça, gna gna gna. Mais moi j'ai jamais fait ça, gna gna gna. La dernière fois que j'ai voulu injecter des oestrogènes à un mec, il a voulu m'expliquer comment faire l'injection. Et c'est parti pour la fiche SOC. Ça brûle bien du coup. Je vais changer le titre du stream, c'est
En route vers la fiche S. Voilà. Dans sa structure type, la famille esclave était matriarcale. Non, ça on l'a lu. Je ne sais pas quoi répondre. Il est vrai que la vie domestique prenait une place trop grande dans la vie sociale des esclaves, car c'était la seule dimension humaine qui leur fut accordée. Ainsi, contrairement aux femmes blanches, les femmes noires n'étaient pas infériorisées par les tâches domestiques. Sans doute cela tient-il aussi au fait qu'elles travaillaient autant que leurs maris. On ne pouvait les considérer comme de simples ménagères. En déduire qu'elles dominaient leur mari est pourtant une déformation de la réalité. Dans l'essai que j'ai écrit en 1971, avec le peu de moyens dont je disposais dans ma cellule, j'ai défini ainsi la fonction domestique de l'esclave. Obsédée par l'idée de subvenir aux besoins des hommes et des enfants de son entourage, elle accomplissait le seul travail communautaire que l'oppresseur ne pouvait directement s'approprier. Elle ne trouvait aucune compensation à son travail dans les champs. Il n'était pas utile aux esclaves. Seul le travail domestique avait un sens pour le groupe. C'est précisément en accomplissant ces corvées, qui sont depuis longtemps l'expression de l'infériorité féminine dans la société, que la femme noire, enchaînée, a progressé vers une certaine autonomie réservée à son usage et à celui des hommes. Alors qu'elle était particulièrement opprimée en tant que femme, elle devint le centre de la communauté esclave. Elle jouait donc un rôle essentiel dans la survie du groupe. Parce que tu l'as pas fait en fait, je suis tellement déçu. Non mais alors, on ne brûle pas les gens. En tout cas, si on le fait, on évite de le dire sur Twitch. Voilà. Euh, Depuis, j'ai compris que le caractère particulier du travail domestique et sa position centrale pour les hommes et les femmes asservis dépassait le cadre des activités exclusivement féminines. Les hommes avaient d'importantes responsabilités domestiques et n'étaient donc pas, comme le veut Kenneth Stamp, de simples auxiliaires. Tandis que les femmes faisaient la cuisine ou cousaient par exemple, les hommes cultivaient le jardin, ignames, maïs ou autres légumes, et chassaient le gibier, les lapins et les opossums complétaient agréablement un régime peu varié. Ce partage des travaux domestiques ne semble pas hiérarchisé. Les tâches accomplies par les hommes n'étaient ni supérieures ni inférieures à celles des femmes. Elles étaient toutes nécessaires. Selon toute vraisemblance, cette division du travail n'était pas très rigoureuse, car il arrivait aux hommes de travailler dans la case, lorsque les femmes s'occupaient du jardin et se joignaient parfois aux chasseurs. L'égalité des sexes était un élément essentiel de la vie domestique chez les esclaves. Le travail qui profitait aux serviteurs, et non à la gloire du maître, s'accomplissait de manière indifférenciée. Dans les limites de la famille et de la vie communautaire, les Noirs réussirent une chose prodigieuse. Ils transformèrent l'égalité négative, née d'une égalité dans l'oppression, en égalitarisme positif dans leurs rapports sociaux. L'homme bourgeois brûle mal. Pas assez de graisse, il a un coach sportif ce bâtard. Oh, j'imagine. Non mais... J'ai 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 l'image de certains bourgeois en tête. À mon avis, ils ont pas beaucoup de coachs sportifs, hein. Au hasard, Gérard Depardieu. Voilà. Prends sa fiche S. Ah mais oui, clairement. Hop, alors, information de la diffusion. Pourquoi il ne marche pas? Ok. Euh, Hop, voilà. Hop. On a des avantages avec la fiche S ou pas? Moi, je te parle des milliardaires. Gérard, il n'est que multimillionnaire. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, en fait, c'est un tout petit joueur à côté des milliardaires, ouais. Mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Quoique l'argument majeur de Gene Genovese dans Roll Jordan Roll soit contestable, selon lui, les Noirs acceptaient le paternalisme lié à l'esclavage. Il présente une analyse succincte mais pénétrante de leur vie familiale. L'histoire des femmes mariées mérite qu'on s'y arrête. Il serait faux d'affirmer que l'homme n'était qu'un invité dans la maison. Un examen de la situation réelle des maris et des pères révèle la complexité étonnante de leur rapport avec les femmes. L'attitude de ces dernières devant le travail ménager, la cuisine en particulier, et devant leur propre féminité, contredit la croyance populaire. En effet, il est généralement admis que les femmes causent inconsciemment la ruine de leur mari, en régnant sur leur maison, en protégeant leurs enfants et en s'arrogeant des responsabilités masculines. Il faut un petit goûter pour accueillir les nouveaux arrivants. Ok. Bien qu'on puisse le soupçonner de phallocratie, quand il affirme que la condition masculine et féminine repose sur un concept immuable, il reconnaît clairement que ce qui est généralement défini comme un pouvoir féminin débilitant ressemble davantage à une égalité sexuelle inconnue des Blancs, et peut-être même des Noirs de la génération d'après-guerre. Le point le plus intéressant que Genovese ait soulevé, sans le développer, montre comment les femmes ont souvent défendu leurs maris contre un système qui tentait de les avilir. Nombre d'entre elles, peut-être la majorité, dit-il, ont compris qu'en rabaissant les hommes, on les humiliait aussi. De plus, elles voulaient que leurs fils deviennent des hommes et savaient parfaitement qu'il leur fallait l'exemple d'un homme fort pour réussir. Leurs garçons avaient besoin de modèles masculins forts et leurs filles de modèles féminins forts. Si les femmes noires portaient le terrible poids de l'égalité dans l'oppression, si elles jouissaient de l'égalité chez elles, elles la revendiquaient aussi en défiant l'institution inhumaine de l'esclavage. Elles résistaient aux agressions sexuelles des Blancs, défendaient leurs familles et participaient aux grèves et aux révoltes, comme le souligne Herbert Aptheker dans un ouvrage d'avant-garde, American Negro Slave Revolts. Elles empoisonnaient leurs maîtres, commettaient des actes de sabotage et, comme leurs maris, rejoignaient les communautés marronnes pour s'enfuir vers le nord et la liberté. Elles ont raconté à quelle brimade les soumettaient les gardiens. On peut donc savoir que celle qui acceptait passivement son sort d'esclave était l'exception et non la règle. Frédéric Douglass rapporte ses réactions d'enfant devant la violence impitoyable de l'esclavage, et raconte les flagellations et les tortures d'un grand nombre de révoltés. Sa cousine, par exemple, fut cruellement frappée parce qu'elle avait réussi à résister aux violences sexuelles d'un gardien. Une femme qu'on appelait Tante Esther fut rageusement fouettée pour avoir défié son maître désireux de la voir rompre avec l'homme qu'elle aimait. Frédéric Douglass décrit en termes extrêmement frappants les impitoyables châtiments réservés à la jeune Neilly qui fut fouettée pour son impudence. Pendant un moment, elle parut l'emporter sur la brute, mais il finit par avoir le dessus, réussit à la traîner vers un arbre et à lui attacher les bras au tronc. La victime était à la merci de son fouet impitoyable. Les cris de cette martyre se mêlaient aux hurlements de ses enfants affolés et aux imprécations rauques du gardien. Quand on détacha la jeune femme, son dos était couvert de sang. On l'avait fouettée horriblement, mais on n'avait pas soumise, et elle continuait d'abreuver le gardien d'insultes. Douglas ajoute que cet homme ne s'est sans doute plus jamais hasardé à fouetter Neilly. Comme Harriet Tubman, de nombreuses femmes ont fui vers le nord. Elles réussissaient souvent dans leur entreprise, même si elles étaient fréquemment ramenées. Une des tentatives les plus spectaculaires fut celle d'Anne Wood, une jeune femme, ou peut-être une adolescente, qui dirigeait un wagon de fugitifs armés. Après leur évasion pendant la nuit de Noël 1855, ils furent rattrapés et livrèrent bataille à leurs poursuivants. 2 d'entre eux furent tués, mais les documents attestent que les autres réussirent à gagner le nord. L'abolitionniste, Sarah Grimke, décrit le cas d'une femme moins chanceuse. Après plusieurs tentatives d'évasion, le maître de la plantation en Caroline du Sud lui infligea tant de coups de fouet qu'on ne pouvait passer un doigt entre ses plaies.
parce qu'elle profitait de chaque occasion pour fuir. On finit par lui passer un lourd collier de fer. Quand elle réussit à le briser, on lui arracha une dent de devant comme signe distinctif, bien que les propriétaires fussent connus pour leur esprit de charité chrétienne, dit Sarah Grimke. La souffrance de cette esclave, qui était couturière et travaillait continuellement en présence de la famille, brodant dans une chambre ou accomplissant d'autres travaux ménagers, la vue du dos lacéré et sanguinolent, de la bouche mutilée et du collier de fer, ne provoquait apparemment pas la compassion de ses maîtres. Les femmes résistaient et défiaient les lois de l'esclavage au moindre prétexte, du fait de cette répression perpétuelle. Il ne faut pas s'étonner, dit Herbert Apker, de remarquer que les femmes noires ont si souvent encouragé les complots d'esclaves. Virginie, en 1882. Elle dit qu'ils ne se lèveront jamais trop tôt pour elle, car elle préférerait l'enfer à cet endroit. Mississippi en 1835. Elle priait Dieu de la délivrer. Elle était fatiguée d'attendre les Blancs. Comment ne pas comprendre Margaret Garner, fugitive reprise près de Cincinnati, qui tua sa fille et tenta de se suicider. Elle se réjouit de la mort de sa fille. Elle ne connaîtra jamais plus la souffrance de l'esclave, et demanda à être jugée pour meurtre. Je marcherai à la potence, en chantant, plutôt que de retourner en esclavage. Les communautés marronnes, composées d'esclaves fugitifs et de leurs enfants. Ouais, c'est un passage vraiment fort, ouais. Ouais, totalement. Les communautés marronnes, composées d'esclaves fugitifs et de leurs enfants, se constituèrent dans le sud à partir de 1642 et jusqu'en 1864. Elles servaient de refuge et de base aux fuyards lors du pillage des plantations voisines et fournissaient parfois des chefs aux révoltes organisées. En 1816, on découvrit une grande communauté prospère, 300 hommes, femmes et enfants, occupés à un fort de Floride. Ils refusèrent de se rendre. L'armée se lança alors dans une bataille qui dura 10 jours et fit plus de 250 victimes parmi les mutins. Les femmes combattaient comme les hommes. En 1827, au cours d'un autre affrontement, à Mobile, en Alabama, hommes et femmes combattirent sans relâche, comme des Spartiates, commentèrent des journalistes. La résistance était souvent plus subtile que les révoltes, les évasions et les sabotages. Elle impliquait par exemple l'apprentissage clandestin de l'écriture et de son enseignement. À Natchez, en Louisiane, une esclave dirigeait une école de nuit entre 11 heures du soir et 2 heures du matin et décerna des diplômes à plusieurs centaines de personnes. De toute évidence, beaucoup rédigèrent leur propre laissez-passer vers la liberté. Dans Racine, Alex Haley nous conte l'histoire romancée de ses ancêtres et indique que la femme de Kunta Kinte, Belle, se donnait beaucoup de mal pour apprendre seule à lire et à écrire. En lisant secrètement des journaux de son maître, elle se tenait au courant de l'actualité politique et transmettait ensuite ses connaissances à ses frères et sœurs esclaves. L'étude du rôle des femmes dans le mouvement de résistance à l'esclavage exige un hommage à Harriet Tubman, qui accomplit un exploit en conduisant plus de 300 personnes par l'Underground Railroad. Les premières années de sa vie furent semblables à celles de la plupart des femmes esclaves. Ouvrière agricole dans le Maryland, elle comprit que sa force de femme valait celle de n'importe quel homme. Son père lui apprit à couper le bois et à fendre les rails, et en travaillant à ses côtés, il lui transmit le savoir qu'il mit à profit dans ses 19 allers-retours entre le nord et le sud. Il lui montra comment marcher silencieusement dans les bois, comment trouver sa nourriture et ses médicaments parmi les plantes, les racines et les simples. Ce que lui apprit son père entre sans doute pour une grande part dans ses succès répétés. Au cours de la guerre de sécession, Harriet Tubman combattit l'esclavage sans relâche. Aujourd'hui, elle reste la seule femme des États-Unis à avoir mené des troupes de combattants. Indépendamment de toute question de race ou de sexe, Harriet Tubman était un être exceptionnel. Par ailleurs, son geste exprimait aussi une force et une persévérance individuelle que beaucoup d'autres femmes de sa race avaient acquises. Il faut répéter que les femmes noires subissaient la même oppression que les hommes, qu'elles étaient leurs égales dans la communauté esclave, qu'elles ont résisté à l'esclavage avec la même passion. Par une des plus grandes ironies du système esclavagiste, l'exploitation extrêmement brutale et indifférenciée des femmes leur permit d'exprimer des revendications égalitaires par le biais des relations sociales, mais aussi à travers des actes de résistance. Cette révélation fut certainement pénible pour les propriétaires qui ont, semble-t-il, tenté de briser cette solidarité égalitaire en réprimant les femmes de manière particulièrement féroce.
Encore une fois, il ne faut pas oublier que les punitions infligées dépassaient en cruauté celles que subissaient les hommes. Les femmes étaient non seulement fouettées et mutilées, mais également violées. Il serait abusif de considérer cette institutionnalisation du viol comme l'expression du refoulement sexuel du maître, hanté par le spectre de la féminité blanche. Cette explication est beaucoup trop simpliste. Le viol était une arme de domination, une arme de répression, dont le but secret était d'étouffer le désir de révolte des femmes et de démoraliser leurs maris. À ce propos, certains témoignages recueillis pendant la guerre du Vietnam pourraient s'appliquer à ce contexte. Au Vietnam, le commandement militaire américain considérait le viol comme socialement admis. En réalité, c'était une position implicite, mais claire. Lorsqu'on encourageait les GI à violer les femmes et les adolescentes vietnamiennes, parfois on les engageait à fouiller les femmes avec leur pénis, on fabriquait une arme de terrorisme politique de masse, puisque les Vietnamiennes s'étaient distinguées, en contribuant héroïquement à la lutte pour la libération de leur peuple. Le viol était la meilleure arme de représailles. Les femmes échappaient rarement aux brutalités réservées aux hommes, et elles étaient les premières victimes du sexisme des autorités militaires, dont le grand principe était « la guerre, c'est une affaire d'hommes ». J'ai vu un tireur, un des nôtres, tuer une femme, témoigna Njai. Quand nous nous sommes approchés d'elle, elle a demandé de l'eau. Le lieutenant a dit de la tuer. Alors il lui a arraché ses vêtements, ils l'ont étendu en croix, ils lui ont poignardé les deux seins et ont enfoncé un instrument fourchu et tranchant dans le vagin. Ensuite, ils se sont servis d'une branche avant de la tuer. Cet usage du viol comme arme d'intimidation et de terrorisme était déjà encouragé par les propriétaires d'esclaves, qui cherchaient à emprisonner les femmes dans leurs conditions. Suivant leur raisonnement, les sévices sexuels devaient rappeler aux esclaves, conscientes de leur force et de leur désir de résistance, l'immuabilité essentielle de leur féminité. Dans la société phallocrate de l'époque, le mot féminité signifiait passivité, acceptation et faiblesse. De fait, presque tous les récits d'esclaves du XIXe siècle relatent la tyrannie sexuelle des maîtres et des surveillants à l'encontre des femmes esclaves. Le maître d'Henri Bibb força une esclave à devenir la concubine de son fils. Le surveillant de M.F. Jamison viola une jeune et jolie esclave, et le patron de Salomon Northup contraignit Patsy, une esclave, à partager sa couche. Malgré les nombreux témoignages de viols et de violences sexuelles, la littérature traditionnellement consacrée à l'esclavage n'a abordé aucune de leurs conséquences. On prétend même que les esclaves ont accepté et encouragé les désirs sexuels des Blancs. Leur relation n'était donc pas sur le mode de l'exploitation sexuelle, mais entraînait plutôt un métissage. Dans le chapitre de Roll Jordan Roll, consacré aux rapports sexuels interraciaux, Genovese affirme que le problème du viol est moins important que les tabous rigoureux qui entourent le métissage. Selon l'auteur, beaucoup de Blancs qui avaient violé une jeune esclave en étaient finalement tombés amoureux et avaient aimé les enfants qu'elle avait conçus. Par conséquent, la tragédie du métissage ne réside pas tant dans la luxure et l'exploitation sexuelle que dans l'obligation pénible de renier la joie, l'affection et l'amour, souvent nés de relations déshonorantes. Oh mon Dieu, ouais, totalement, c'est dur, hein. Il y a des passages qui sont assez durs. Dans son ensemble, l'étude de Genovese s'articule autour de la question du paternalisme. Il démontre que les esclaves acceptaient, généralement, l'attitude protectrice de leur maître, et celui-ci était contraint en retour de répondre à la demande d'humanité des esclaves, puisqu'aux yeux des propriétaires, la valeur humaine d'un esclave ne dépassait pas celle d'un enfant. Genovese pense évidemment avoir découvert l'essence de cette humanité dans le métissage. Il ne comprend pas que la joie, l'affection et l'amour ne pouvaient naître tant que les Blancs profitaient de leur position économique pour faire libre usage du corps des femmes noires. Les Blancs l'utilisaient en oppresseur ou en agent du pouvoir, s'ils n'étaient pas propriétaires d'esclaves. Genovese ferait bien de lire Corregidora, le dernier roman de Gail Jones. Cette jeune noire y explique comment plusieurs générations de femmes ont tenté de garder les témoignages des crimes sexuels commis pendant l'esclavage. Franklin Frazier a cru découvrir dans le métissage la plus grande réussite culturelle des esclaves noirs. La présence du maître dans sa demeure et de sa maîtresse noire dans la maison voisine représentait l'ultime triomphe d'un rite social renforcé par des profonds sentiments de solidarité humaine. Cependant, il ne pouvait oublier toutes celles qui ne s'étaient soumises qu'après une âpre lutte. La contrainte physique a été parfois nécessaire pour assurer la soumission des femmes noires. Nous en avons des témoignages historiques, et cette tradition s'est gardée dans les familles noires. Il raconte l'histoire d'une femme dont l'arrière-grand-mère parlait avec fierté des luttes attestées par ses innombrables cicatrices. Mais elle refusait obstinément d'évoquer l'origine d'une marque précise,
et se contentait de répondre chaque fois qu'on l'interrogeait. Les hommes blancs sont des chiens. Fuis-les, petite. Le mystère fut dévoilé après sa mort. À l'âge de 18 ans, le fils cadet de son maître lui avait infligé cette marque au moment où elle avait conçu ma grand-mère Hélène, qui était leur enfant. Les Blanches qui rejoignirent le mouvement abolitionniste furent particulièrement indignées par les agressions sexuelles perpétrées sur les femmes noires. Les militantes anti-esclavagistes des groupements de femmes racontaient avec quelle brutalité on violait celles qui dénonçaient les sévices sexuels devant les femmes blanches. Bien que ces dernières aient rendu des services inestimables au mouvement anti-esclavagiste, elles ne saisissaient pas toujours la complexité de la condition des esclaves noirs. Celles-ci étaient femmes, bien sûr, mais leur expérience d'esclaves, les durs travaux accomplis aux côtés de leurs maris, les rapports d'égalité dans la famille, la résistance, le fouet et le viol leur avaient permis de développer certains traits de personnalité qui les isolaient de la plupart des blanches. Une des œuvres les plus populaires de la littérature abolitionniste fut La case de l'oncle Tom, de Harriet Beecher Stowe, roman qui rallia à la cause anti-esclavagiste un grand nombre de gens, et plus de femmes que jamais. Abraham Lincoln dit un jour de Harriet Beecher Stowe qu'elle était à l'origine de la guerre de sécession. Mais l'immense succès que connut son livre ne doit pas faire oublier qu'il offre une image complètement déformée de la vie des esclaves. Le principal personnage féminin n'est qu'une parodie des femmes noires, une transposition naïve de la figure maternelle, exaltée par la propagande culturelle de l'époque. Elisa est l'incarnation de la maternité blanche, mais sous un visage noir, ou légèrement noirci, parce qu'elle est carteronne. Peut-être Harriet Beecher Stowe souhaitait-elle que les lectrices blanches de son roman se reconnussent en Elisa. Elles admiraient sa moralité chrétienne, son infaillible instinct maternel, sa douceur et sa fragilité. Les femmes étaient incitées à cultiver ses vertus. La blancheur d'Elisa lui permet d'incarner la maternité, et son mari George, dont les ancêtres sont aussi d'origine blanche, rappelle l'homme phallocrate et conservateur plus qu'aucun autre héros noir du livre. À la différence de l'oncle Tom, puéril et passif, George est ambitieux, intelligent, et il sait lire et écrire, mais surtout, il déteste l'esclavage de toute son âme. Quand George décide, tout au début du livre, de fuir au Canada, Elisa, servante pure et protégée, prend peur devant sa haine irrépressible de l'esclavage. Elisa tremblait et se taisait. Elle n'avait jamais vu son mari dans un tel état, et toute cette théorie de douce persuasion pliait comme un roseau dans l'orage de ses passions. Elisa a pratiquement oublié les injustices de l'esclavage. La soumission féminine l'incitait à obéir à son destin d'esclave et à la volonté de ses bons maîtres. Ce n'est que lorsque son statut maternel est menacé qu'elle trouve la force de se relever et de se battre, comme la mère qui s'aperçoit qu'elle peut soulever une voiture si son enfant est coincé dessous. Elle est prise d'un violent sursaut maternel quand elle apprend que son fils sera vendu pour pallier les difficultés financières du bon maître qui n'a pas cédé, bien sûr, aux supplications maternelles et complaisantes de sa femme. Elisa saisit Harry et prend instinctivement la fuite, car l'amour maternel l'emportait sur tout le reste, et la rendait folle de terreur en lui faisant pressentir un terrible danger. Elisa, en mère courage, est fascinante. Dans sa fuite, elle précède ses poursuivants jusqu'à une rivière qui charrie des glaçons et exhorte Harry à traverser. Alors, avec l'énergie que Dieu ne donne qu'aux désespérés, elle s'élança par-dessus le torrent mugissant et tomba sur le radeau de glace, poussant toujours ses cris sauvages, redoublant de force devant le danger. Elle sauta de glaçon en glaçon, glissant, se cramponnant, tombant, mais se relevant toujours. Elle perdit sa chaussure, ses bas étaient arrachés, son sang marquait la route. Mais elle ne vit rien, ne sentit rien, jusqu'à ce qu'enfin, obscurément, comme dans un rêve, elle aperçoive l'autre rive, et un homme qui lui tendait la main. Cet exploit mélodramatique et invraisemblable ne gênait pas Harriet Beecher Stowe. Dieu accorde des pouvoirs surhumains aux bonnes mères chrétiennes. Cependant, en sacrifiant au culte maternel du XIXe siècle, elle a lamentablement échoué dans la description de la véritable résistance des femmes noires à l'esclavage. On a rapporté d'innombrables actes d'héroïsme chez les mères esclaves. Contrairement à Elisa, l'horreur de l'esclavage poussait ces femmes à défendre leurs enfants. Elles puisaient leur force, non dans un pouvoir mythique lié à la maternité, mais dans leurs expériences d'esclaves. Certaines, comme Margaret Garner, ont été jusqu'à tuer leurs enfants, plutôt que de le voir grandir en esclave. Par contre, Elisa ne semble pas concernée par l'inhumanité du système. Si on ne l'avait pas menacée de vendre son fils,
elle aurait probablement continué de vivre heureuse sous la tutelle bienveillante de ses maîtres. Si elles n'ont jamais existé, les Élysées ont fait figure d'exception parmi les femmes noires. Elles n'étaient en aucun cas représentatives de celles qui travaillaient sous le fouet, subvenaient aux besoins de leur famille, la protégeaient et luttaient contre l'esclavage. Ces femmes qu'on frappait, qu'on violait, mais qui ne se soumettaient jamais. Ce sont elles qui ont légué un héritage de dur labeur, d'autonomie, un héritage de ténacité, de résistance, une volonté d'égalité à leurs descendants, qui sont nés libres. Cet héritage a permis notre approche de la condition de femme. Et c'était le premier chapitre. C'était le premier chapitre. Donc voilà pour ce premier chapitre. Ouais, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Un peu dur quand même ce premier chapitre à certains moments. J'espère que tous les chapitres seront pas comme ça quand même. Ça serait un peu chiant quand même, un petit peu chiant. Mais, euh, mais très intéressant. Très très intéressant parce qu'en fait, ça, c'est très romancé et en même temps c'est très trash. Ouais, très intéressant mais pas toujours joyeux. Ouais, totalement, mais en fait ça permet aussi de casser ce mythe de la femme esclave qui au final n'était dans le mythe hein, que domestique et s'occuper des enfants, du ménage et tout, des maîtres, alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas. Et, euh, Et du coup, je pense que c'est aussi quelque chose de nécessaire. Même si oui, c'est pas joyeux, oui, c'est quelque chose qui peut faire un peu mal hein, quand on le lit ou quand on l'entend. Mais je pense que c'est nécessaire qu'il y ait ces écrits-là quand même. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est pas joyeux, hein. S'il y a eu une seule personne joyeuse dans le chat, bizarre. Bizarre les gens, hein. Mais, euh, mais ouais, non, non, c'est très très intéressant et surtout que ça aborde vraiment ces questions. euh, comme quoi les femmes noires en fait se sont construites pas en opposition mais on va dire différemment des femmes blanches en fait mais également les hommes noirs en fait qu'en fait les familles noires étaient plutôt égalitaires etc enfin c'est très particulier en fait c'est vrai qu'on parle très très peu du combat des femmes mais déjà du combat des femmes en général mais en plus les femmes noires encore plus. Et coucou Nausicaa, bah t'arrives vers la fin, mais du coup, on a lu le premier chapitre de Femmes, Race et Classe. On continuera la semaine prochaine, du coup. Si tu veux, je te fais un résumé, mais en gros, alors je vais te faire un résumé sans les passages hard, car il y a des passages qui étaient un peu hard, mais globalement, bah en fait, contrairement à ce qu'on pense, bah, les femmes esclaves aux États-Unis faisaient le même travail que les hommes, hein, c'était pas juste des domestiques qui s'occupaient des enfants, etc. Elles travaillaient aussi dans les champs, dans les usines, etc. Et donc elles subissaient tout autant que les hommes le fouet, les mutilations, mais contrairement aux hommes, elles subissaient aussi le viol. Elles ont beaucoup, euh, elles ont, euh, elles ont beaucoup, à un moment, elles ont servi en fait de reproductrices pour assurer de la main-d'œuvre aux maîtres. Euh, et pourtant, il y a très très peu d'écrits euh, et même d'études sur la période d'esclavage qui parlent des femmes noires et qui parlent de leurs conditions spécifiques en fait. Et c'est le fait que les femmes noires aient été traitées par les maîtres à égalité avec les hommes noirs que ça a permis en fait de créer une solidarité entre les hommes noirs et les femmes noires pour leur permettre de lutter, de résister et de créer en fait une communauté qui s'est construite différemment de la communauté blanche en fait à cette époque-là aux États-Unis globalement.